Nietzsche est d'actualité plus que jamais, parce que, pour reprendre une de ses phrases, de ses expressions, il est impérissablement. Alors, il est d'actualité parce que, par définition, moi j'ai souvent lu J'ai souvent lu Nietzsche et compris Nietzsche comme un penseur, entre autres choses, du simulacre. C'est en tout cas comme ça que j'essaye de tourner autour de lui dans les intérêts du temps. Et on est dans une époque où le simulacre est hautement victorieux de tout ce qui n'est pas lui. Donc, simulacre, comme on sait, invention présocratique. Donc oui, bien sûr, Nietzsche est d'actualité, comme toute grande pensée, comme toute pensée physique, physiologique, c'est-à-dire une pensée qui est une pensée du sang, pour reprendre une expression à nouveau de Nietzsche, mais c'est l'inverse d'une pensée biologique, c'est une pensée qui n'est pas idéologique. Voilà, écris avec ton sang, dit Nietzsche, et tu t'apercevras que ton sang est esprit. Donc voilà, Nietzsche est d'autant plus d'actualité, par exemple, qu'il est portable, comme un portable. La preuve, c'est qu'on l'a, il est venu avec nous, je l'ai apporté, j'ai un peu hésité avant de l'apporter, et puis je me suis dit, après tout, il fait beau aujourd'hui, on est au mois de juin, au début du mois de juin, donc voici Nietzsche portable, je ne sais pas si on le voit, Nietzsche sur la margelle, Nietzsche en bloc, comme il disait. J'ai apporté tout ce que j'ai dans ma bibliothèque, de Nietzsche, voilà, atomisé en mots. Voilà, alors dans le désordre, tout est ici. Je trouve sur tout ce que j'ai pour qu'il soit avec nous. Je trouve ça important, mais assez sérieusement important, que ces mots soient avec nous. Voilà. On va mettre un peu là, vous voyez, ça c'est les considérations inactuelles. C'est la dynamite, ça, voilà. Nietzsche disait, je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. Eh bien voilà les bâtons de dynamite, en effet. On peut faire sauter le Sénat, là, tout près. On peut faire sauter la France entière avec ça. Voilà, voilà. Il y a plusieurs éditions, c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver en français, tout ce que moi j'ai trouvé en français à l'époque où... Ah oui. À l'époque où j'ai lu Nietzsche, en bloc, c'est-à-dire quand j'ai commencé, je ne me suis plus arrêté, ce que je fais en général quand je lis un écrivain ou un penseur qui me passionne. Hop là, voilà. Voilà. Alors, l'attirail du bon Nietzschéen, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs, disons l'attirail de l'amant de Nietzsche, plutôt qu'un Nietzschéen. Nietzschéen, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est aussi, j'ai apporté ça, les présocratiques, voilà, et un petit dictionnaire de grec pour faire un petit peu de philologie, si on a le temps. Si on a le temps, on a tout le temps. Et voilà, et ça, c'est les intérêts du temps, qui sont, entre autres choses, un hommage aussi à Nietzsche. Et voilà. Voilà, il est là avec nous. On peut commencer maintenant. Alors on va commencer. Est-ce que vous pourriez rappeler les grandes lignes de votre interprétation de la folie de Nietzsche dans les intérêts du temps? Les intérêts du temps, le passage qui se déroule, cette discussion que vous évoquez à propos de Nietzsche, a lieu entre deux personnages qui sont nietzschéens, si je puis dire, au sens où l'un, le héros des intérêts du temps, s'appelle Martin Heidegger. Il porte le nom donc du philosophe Martin Heidegger, tout à fait sciemment, donc c'est une sorte de masque au sens de Nietzsche, ce qui ne signifie pas qu'il se prend pour Martin Heidegger, mais que, parce que je rappelle à plusieurs endroits dans le roman que ce n'est pas Martin Heidegger, il porte le même nom, mais c'est tout. Et une sorte de son maître, si on peut dire, celui qui lui a appris le grec ancien, qui l'a initié à la culture et à la pensée grecque, qui s'appelle Stéphane l'Otage,
qui est une sorte de double, à la fois de moi et de ce Martin Heidegger, qui lui aussi est un double de moi. Stéphane Lotage, c'est là que je veux en venir, c'est la traduction en français de Homère, finalement. C'est comme si Homère ressuscité se mettait à dialoguer avec un jeune penseur qui se nomme Martin Heidegger, parce que Homéros en grec signifie l'otage, un otage. Voilà. Et Stéphane, Stéphanos, qui signifie la couronne. Donc j'étais sur les noms, le choix des noms dans les intérêts du temps, qui est un choix, je le répète, un peu nietzschéen. J'ai oublié de montrer tout à l'heure sa photo, qui est avec nous aussi, c'est une des photos, voilà. Voilà, on la met là. On l'a vu la photo là? Ouais. Donc, dans les intérêts du temps, a lieu une discussion entre ces deux penseurs spécialisés dans la Grèce antique, et en gros, l'un des deux, le plus vieux, le maître, annonce à son disciple qu'il a trouvé le sens ultime de la folie de Nietzsche. Elle lui donne rendez-vous pour qu'ils en discutent. Et si je dois vous résumer, ce serait pas mal de lire quelques passages, parce que puisqu'on a le temps après tout. Donc, alors, on fera un petit peu de philologie après, parce que ça commence par ça, par une discussion sur un mot précis, qui est un mot très rare qu'on trouve dans la littérature présocratique, qui est le mot palintonos. Et le jeune demande au vieux qu'est-ce que ça signifie exactement ce mot. Il lui explique, et en fait c'est un mot qui renvoie fortement à Nietzsche, et à la folie de Nietzsche, à ce qu'on appelait la folie, l'effondrement de Nietzsche, qui sont des mots qui sont impropres évidemment. Stéphane Otage commence par lui sortir une série de citations, pour lui montrer qu'elles vont toutes à peu près dans le même sens, qui serait le sens d'une sorte d'hyperlucidité à propos de sa propre folie de Nietzsche. Ma thèse est assez simple, c'est que Nietzsche finalement a sabordé sa raison, ou le côté rationnel de sa raison, pour éviter que des disciples ne tuent sa pensée en la perpétuant mal, comme le font toujours les disciples, c'est Nietzsche qui le dit, et surtout ne la mettent en acte. C'est-à-dire qu'il y a eu une fois dans l'histoire, c'est ce que j'explique dans ce livre, ce qu'explique le personnage, il y a eu une fois dans l'histoire un homme, un penseur, un philosophe, un pur philosophe, dont les livres ont été des destins. C'est pas Nietzsche. Nietzsche a fait en sorte que ça n'advienne pas, mais il y en a eu un, c'est Marx. Et il y a, en effet, des millions de gens dont l'existence a été non seulement dictée, mais perturbée, entravée, détruite, parce que d'autres personnes avaient lu le Capital et les œuvres de Marx et avaient décidé de les appliquer. C'est un cas absolument unique dans l'histoire de l'humanité, à part peut-être le cas, mais c'est un cas plus d'envergure plus culturelle, plus vaste, disons, du peuple juif qui en effet applique et s'est appliqué à lui-même les lois tirées, les commandements tirés de son propre livre. On peut dire aussi d'une certaine manière que, comme le dit Joyce, il le disait à propos de Fingens-Wake je crois, il dit que l'Église est fondée sur un jeu de mots, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et Joyce disait, voilà la cloche du Sénat qui confirme qu'il avait fait de même avec Fingens-Wake, et bâti son œuvre sur un jeu de mots, une sorte d'immense jeu de mots infini. Donc c'est quelque chose de possible et de plausible dans l'histoire à la fois de la pensée, de la littérature, et dans l'histoire tout court des êtres humains. Dans l'histoire historique, c'est arrivé au moins avec le marxisme, c'est arrivé d'une certaine manière avec Freud, c'est-à-dire une pensée qui est une pure élaboration intellectuelle qui, en général, s'étiole en idéologie, qui n'est pas la pensée, et qui est reprise ensuite par les idéologues de cette idéologie, qui l'appliquent, et ça donne, par exemple, la psychiatrie russe ou tout ce qu'on voit aujourd'hui qui se réclame de la psychanalyse, et qui n'a plus grand-chose à voir avec Freud. Donc une pensée peut s'appliquer, une pensée peut entrer dans l'histoire, une pensée peut s'enter, au sens où on hante une bouture, sur le fleuve de l'histoire et créer des péripéties et créer des événements, se diffracter en événements qui en général, comme la plupart des événements historiques, sont funestes, sont néfastes et sont mortifères. C'est ce que Nietzsche a voulu éviter. Alors il y a réussi en partie seulement parce que personne
le plus radical des penseurs, le plus solitaire des penseurs, ne peut éviter d'être récupéré par les idéologues. Et les nazis ont tenté de récupérer Nietzsche. Et heureusement, on a en France, qui était vraiment, pourtant a priori, le moins récupérable des penseurs allemands. C'est assez délirant qu'on y pense, et c'est là qu'est la vraie folie historique, de considérer que les nazis ont tenté de récupérer Nietzsche. Alors que Nietzsche, quand on l'a un petit peu lu, il suffit de l'avoir un petit peu lu, et quand on l'a beaucoup lu, c'est encore plus patent, est le plus anti-allemand et le plus anti-antisémite de tous les penseurs de toute l'histoire humaine. Donc, le sens de sa folie, c'est précisément de provoquer une scission, une rupture avec la possibilité même, la plausibilité de récupération par l'histoire. Je dis que ça a échoué en partie parce que les nazis ont tenté. Heureusement, je disais, on a Bataille, par exemple, qui a lavé Nietzsche de ce fromage, de cette immondice, de cette souillure. Voilà, c'est lui qui emploie la souillure nazie, qui est fortement liée, comme on le sait, bon, on ne va pas rappeler tout ça, à la sœur de Nietzsche. Et on reviendra sur ce que la sœur et la mère de Nietzsche ont tenté de faire de mal à sa pensée, qu'il avait d'ailleurs prévu. Alors voilà, le sens de cette folie, c'est ça, c'est un coup de glaive entre lui, un coup de glaive d'une certaine manière dans le temps de son existence, qu'il se donne à lui-même, pour éviter qu'il y ait une suite logique entre ses livres, ses destins, sa pensée et sa postérité, disons. Voilà. C'est ça le sens ultime de la folie de Nietzsche. Alors là, c'est argumenté, parce que c'est quelque chose qu'on peut affirmer comme ça, mais il vaut mieux tenter de le démontrer. Mais c'est ça ce que j'ai voulu dire dans ce petit chapitre des intérêts du temps, qui ouvre un peu les intérêts du temps. Enfin, il y a d'autres choses avant, mais enfin, c'est très important. Pour moi, l'idée que la déraison, c'est pour ça que c'est un roman et que c'est pas un essai philosophique, et on m'a d'ailleurs beaucoup reproché à l'époque, lorsqu'il est sorti, de mélanger les deux, comme si ce n'était pas le propre de tout roman qui se respecte, d'essayer de penser en même temps que de créer, et de mêler la fantaisie et le logos, la gaieté et le savoir. C'est pour ça que j'ai voulu ouvrir les intérêts du temps avec cette discussion-là, parce que ça donne le sens de beaucoup d'autres choses ensuite. Alors, je peux lire un petit passage alors si vous voulez, on a dit qu'on lisait parce qu'on... Change de cadre, oui, pour la lecture. Je vais lire un petit fragment, hein, quelques... C'est bien parce que ce que je viens de dire maintenant, ça va être éclairé par ce que je vais lire là, voilà. C'est bon? Voilà, donc je vais vous lire le début de la discussion entre les deux personnages. L'otage lève vivement la tête de son monceau de notes, tel un animal surpris dans son terrier, jette un œil à la pendule sur le mur. 13h30! Il a donné rendez-vous à 13h30 à l'autre. Ce n'est pas une cervelle que vous avez, Martin, c'est une clepsydre. Avec un tel sens du temps, vous auriez dû faire théologie. On y va? Je suis prêt. Il prend une bonne dizaine de livres qu'il engouffre dans son gros sac de médecin, avec la même aisance magique que Merlin déménageant ses meubles dans le dessin animé, puis nous allons nous installer dans l'arrière-salle de l'escolier. Voilà. Alors, je suis assez fort pour briser l'histoire de l'humanité en 2 tronçons. Il lui répond par une citation de Nietzsche. C'est intéressant, vous prenez un jus de tomate? Je ne suis pas un être humain, je suis de la dynamite. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là pour obtenir le Nobel, vous savez, Stéphane. Je porte sur mes épaules le destin de l'humanité. Mangez un peu, ça va refroidir. Je te jure que je suis de force à modifier le calendrier. Continuez, je crois que je comprends. Turin, c'est ça? Hé hé. Je crois sincèrement possible de mettre de l'ordre dans toute cette absurdité européenne par une sorte d'éclat de rire historique. Fabuleux, ça, un éclat de rire historique. Toutes ces phrases sont des phrases de Nietzsche, hein. Sans avoir besoin de faire couler une seule goutte de sang. Donc l'autre a compris de quoi il s'agissait. Dernière lettre de Nietzsche autour du 4 janvier 1889. Trêve de devinette, expliquez-moi tout. C'est très simple, Martin. Il avait raison, simplement. Il avait toute sa raison. Nietzsche? Mais oui. Vous êtes donc du même avis que Peter Gast qui alla le voir à la clinique psychiatrique de Iéna? Il aurait été fou par feinte. Ça, c'est l'avis de son copain Gast qui a été le voir à la clinique, qui a pensé qu'il feignait la folie. Ce qui est peu probable, évidemment, mais... Il aurait été fou par feinte, plutôt par instinct. Sa folie relevait de sa raison.
dionysiaque, apollinien, fond, forme, sens, style, etc. Son délire serait le style insensé de sa pensée. C'est moins simple que cela. Et il fait une autre citation. Ma raison voit le mieux ce qui compte le plus, dit le Dionysos d'Euripide. Disons que la raison de Nietzsche fut longtemps la touche de style de son délire. Son savoir sustenta sa gaieté jusqu'à ce qu'on a improprement nommé l'effondrement, une inversion de valeur en réalité, une saute de style, une clause d'humeur. Sa gaieté se mit alors à désaltérer son savoir. Vous vous souvenez de la première phrase du cas Wagner? Pour être franc, je m'accorde une petite détente. C'est dit. Voilà. Donc, Nietzsche commence le cas Wagner par cette phrase étonnante, je m'accorde une petite détente, que je peux vous interpréter maintenant ou plus tard, si vous voulez. C'est où on... Alors, c'est un petit peu avant dans Les Intérêts du temps, où le premier dialogue entre ces deux spécialistes de la Grèce antique et de Nietzsche se passe autour d'un mot, qui est un mot assez rare, que l'on trouve assez rarement dans la littérature présocratique, qui est le mot palintonon, qui signifie, c'est un mot qui ou une racine plutôt, qui a donné en français des mots comme palingénésie, le retour éternel de la même chose, ou la palinodie. Voilà, c'est-à-dire quelque chose qui revient en arrière, quelque chose qui se retourne. Palintonon, c'est un terme qui est appliqué à l'arc de Pandare. Pandaros, c'est-à-dire bios, l'arc, en grec, qui est à la fois la vie et le dar, la vie, le dar, bios, comme dans le biologique, et même le vite, voilà, c'est-à-dire le pénis, le sexe. Donc c'est quelque chose qui est assez dionysien par définition, puisque Dionysos est, entre autres choses, le dieu de la fertilité, de la fécondité, voire de la lubricité. Palintonon, donc, signifie que l'arc de Pandare, donc il faut imaginer un arc grec assez fruste, une fois tendu, a une courbe inverse de celle qu'il a lorsqu'il est détendu. C'est-à-dire qu'on courbe l'arc dans ce sens-là pour tirer une flèche, et lorsque la flèche est tirée, l'arc devient palintonon, c'est-à-dire qu'il se recourbe en arrière. C'est un mot qui était employé aussi pour les balistes, les engins de guerre, qui lançaient des pierres, voilà, ce qu'on appelait des palisses, des scorpions, des termes de machines de guerre. C'est un mot qu'on retrouve, c'est un mot très intéressant, parce que c'est de là que vient pour moi l'idée de la détente. Je m'accorde une petite détente, qui est aussi une détente dans la raison, lorsqu'il devient fou, l'effondrement. Il faut le concevoir comme ça, quelque chose qui se retourne dans l'autre sens, avec une allusion évidemment à l'éternel retour chez Nietzsche. C'est un mot que je trouve également chez Échille, par exemple, dans les Coéphores, au verset 159, l'une des traductions des Coéphores d'Échille parle des flèches scythes qui tournoient dans le combat. C'est Jean Grosjean, traduction de Jean Grosjean, qui est belle littérairement, mais qui n'est pas très exact quand on sait que ce mot, palintonon, signifie lancer après avoir été tendu en arrière. Voilà, autre traduction de Paul Mazon, l'arme scythe que les mains ploient dans la bataille. Donc on voit que c'est important de voir, c'est là que l'intérêt de la philologie aussi pour Nietzsche, c'est qu'une traduction ne donne pas le sens ultime d'un mot ou d'une phrase. C'est un mot sous une autre forme que l'on trouve qu'à 2 reprises dans l'ensemble des présocratiques, ce qui est très très peu. On le trouve chez Héraclite, où il parle d'une harmonie contre-tendue, palintropos harmoniae, comme pour l'arc et la lyre, dit Héraclite, c'est-à-dire qu'il y a une traction réciproque, à la fois pour l'arc et pour la lyre, instrument de musique, instrument de guerre, instrument de musique, on reste dans Nietzsche. Hein. Il y a une action réciproque entre le bois et la corde. Et ça se trouve également chez Parménide, à propos d'un retour sur lui-même. C'est un passage du poème, voilà, que je vais vous lire. Ce sont des choses que Nietzsche n'ignorait pas, c'est mon interprétation évidemment de sa folie, mais ce sont des choses que lui n'ignorait pas, on sait qu'il était nourri de ça, des Grecs. Alors, c'est bon ?
Donc je parlais tout à l'heure de l'expression palintropos harmoniae, l'harmonie contre-tendue, c'est comme ça qu'elle est traduite. C'est bon? Donc je parlais de l'harmonie contre-tendue, le palintropos harmoniae chez Héraclite. C'est un fragment dans lequel il dit « Ils ne savent pas comment le différent concorde avec lui-même. Il est une harmonie contre-tendue comme pour l'arc et la lyre. » Voilà, le différent concorde avec lui-même au sens où il y a une harmonie entre la tension du bois et la tension de la corde pour l'arc et pour la lyre. Quant au poème de Parménide dans lequel ce mot revient, et c'est tout dans ces 1000 et quelques pages des présocratiques, dans la recension de Diels-Krantz, c'est tout ce qu'il y a. Voilà le fragment de Parménide. Ce qui peut être dit et pensé se doit d'être, car l'être est en effet, mais le néant n'est pas. À cela, je t'en prie, réfléchis fortement. Cette voie de recherche est la première dont je te tiens éloigné. Ensuite, écarte-toi de l'autre voie, c'est celle où errent des mortels dépourvus de savoir et à la double tête. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que la folie, c'est comme si c'est la thèse, un petit peu la thèse de Bataille, c'est comme si la folie des mortels dénués de savoir et à double tête, qui perdent la tête, c'était l'ensemble de la communauté humaine. Et comme si, en se séparant de la communauté par sa folie, finalement, il réintégrait une autre sorte de raison. Nietzsche, évidemment. En effet, dans leur cœur, l'hésitation pilote un esprit oscillant. Ils se laissent porter, sourds, aveugles et sots, foule inepte, pour qui être et non-être sont pris tantôt pour le même et tantôt le non-même, et pour qui tout chemin, et c'est là qu'arrive le palintropos, retourne sur lui-même. Voilà, donc l'éternel retour du même n'est pas un cercle infini, ce n'est pas le même qui redeviendrait lui-même en étant passé, en ayant cheminé par l'autre. C'est plus compliqué que ça. C'est ce qu'on peut comprendre de ce fragment-là de Parménide. Ça, c'est l'interprétation sotte de la foule sourde, aveugle, ce qui pourrait définir finalement l'humanité d'aujourd'hui, notre humanité abreuvée de spectacles et d'images, et qui est, comme dit Debord, dans un présent perpétuel, c'est-à-dire en effet une sorte de retour éternel, du même au sens où on a l'illusion d'une immobilité définitive de l'histoire, ce qui n'est évidemment pas vrai, et d'une abolition du temps surtout, de la substance même du temps. Donc voilà, j'ai lu ces passages des présocratiques parce que l'idée de la détente que Nietzsche s'accorde, c'est comme ça qu'il démarre le cas Wagner, est d'une certaine manière la détente de l'arc qui tire sa flèche. C'est aussi ce qu'on a appelé son effondrement à Turin, son entrée dans la folie, qui est pour moi plutôt, appelons-le maintenant une détente, au sens du palintonos, détente de sa pensée. Alors, vous voyez, donc c'est plus subtil que la question de la folie. Alors cette révélation de l'éternel retour qu'il a en août 81, qu'est-ce que vous pourriez rajouter est-ce qu'il y a un rapport direct à sa folie? Est-ce que cette pensée est insupportable au point est-ce que c'est une révélation ou est-ce que c'est... Il faut l'interpréter. L'éternel retour, c'est quelque chose d'assez ancien chez Nietzsche. J'ai retrouvé ah non, je confonds avec le surhomme. Non, vers 17 ans, il emploie déjà le terme de surhomme, mais c'est autre chose. Je crois qu'il faut le comprendre du point de vue du temps, et du point de vue au sens où Nietzsche parle de regarder en arrière et aussi en avant, au sens où il parle d'échapper à sa propre généalogie familiale, c'est-à-dire que finalement, paradoxalement, l'éternel retour du même serait la propagation de ce qui, dans
le surhomme au sens nietzschéen. Le surhomme pour Nietzsche, parce que ça pensait ensemble avec l'idée, le concept de surhomme, c'est l'avenir de l'homme. C'est-à-dire, il dit l'homme est une corde tendue entre le surhomme, son idéal d'une certaine manière, son avenir, et la bête. Et le vrai penseur nietzschéen est celui qui sait, en bon équilibriste, parcourir cette corde vers son avenir qui est le surhomme. Donc c'est une idée d'échapper hors du temps, toujours avec cette idée de la détente, d'échapper hors du temps, et du coup, d'une certaine manière, de devenir impérissable, de devenir une pensée, de devenir soi-même sa pensée impérissablement. C'est en ça que voilà, qu'il y a une sorte, l'éternel retour, pour moi c'est comme ça que je le conçois, c'est qu'en effet, c'est l'idée de la floraison. Alors là, il faut le revoir, il faut le concevoir aussi. Ah, j'ai pas fait c'est un canard qui saute, j'ai vu c'est Nietzsche qui se cassait la gueule dans l'eau. C'est l'idée c'est une autre des idées que je développe dans les intérêts du temps, dans ce petit dialogue, l'idée de l'éternel retour au printemps de ce qui, dans la nature, s'échappe à la terre, à savoir les fleurs, par exemple, les florescences, l'arborescence. Dionysos, il faut penser ces trois choses ensemble pour bien comprendre Nietzsche, c'est-à-dire Dionysos, l'assimilation à Dionysos, l'amour qu'il porte et l'identification qu'il a avec Dionysos d'une part, donc on va voir qui est Dionysos, le surhomme, comme une sorte d'avenir atteignable par une détente, mais au sens de nouveau d'une détente, d'une détonation, où on fait un bond dans l'avenir pour atteindre le surhomme, ce dont seul le penseur est capable. Et ce n'est pas, on voit que c'est très différent de la manière dont les nazis l'ont interprété. Et l'éternel retour, qui est quelque chose de l'ordre de l'immortalité, de l'éternité, de l'infini, la négation de la négation, il le dit quelque part, il utilise cette expression hegelienne quelque part, Nietzsche. Donc, voilà, alors, je peux développer si vous voulez, on lit quelques citations ou on improvise. Oui, il y a un fragment qui se retrouve dans Ecce Homo. À propos de l'éternel retour, vous voyez comme tout est intéressant. J'ai ici deux éditions de Ecce Homo. Ah, c'est une truite, hein. Voilà l'une, une petite édition à 10 francs, là, Ecce Homo, c'est juste Ecce Homo, marqué Ecce Homo, hein, on peut le voir. Et l'autre, qui est encore plus falsifié, je vais vous expliquer pourquoi après, qui est en folio, qui est voilà, l'Antéchrist suivi de Ecce Homo. Voilà, Ecce Homo, c'est en soi un texte, c'est marrant qu'on ait mis l'emphase sur l'Antéchrist. Et vous, pareil, Ecce Homo, c'est l'ancienne collection d'idées de chez Gallimard, voilà, où il y a juste Ecce Homo. Le vrai titre d'Ecce Homo, c'est Ecce Homo, comment on devient ce que l'on est. Voilà, si on n'a pas le titre, comment on devient ce que l'on est, si on n'a pas le titre en entier, évidemment, on tronque le titre. Comment on devient ce que l'on est, c'est en effet le sens de l'éternel retour. Surtout que dans Ecce Homo, Nietzsche dit quelque part que pour devenir ce que l'on est, il faut ignorer ce que l'on est. Que l'on devienne ce que l'on est suppose que l'on ne soupçonne pas le moins du monde ce que l'on est. C'est cela l'éternel retour. Voilà, ce n'est pas l'éternel retour du même. Donc, c'est un peu l'éternel retour du pluriel propre à Dionysos aussi, de la multiplicité des visages. Oui, c'est l'éternelle possibilité pour Dionysos de libérer, d'être libérateur. La meilleure métaphore, c'est parce que Dionysos est le dieu de l'arborescence, des sarments, de ce qui jaillit hors de la terre. Donc qui est à la fois lié fortement au suc des fruits, au suc des plantes, donc à la terre, à la sève, mais qui en jaillit. L'efflorescence, l'arborescence, ce qui s'épanouit. Donc c'est quelque chose qui, en même temps, est lié à la nature, parce que c'est quelque chose qui est impérissable et qui renaît sempiternellement avec chaque printemps. Hein. Le printemps, c'est la saison de Dionysos. C'est en cela qu'il est que l'une de ses épithètes est Floio, celui qui fleurit. Il y a un fragment dans Ecce Homo, donc, que j'ai retrouvé dans une meilleure traduction dans les œuvres complètes de Nietzsche,
qui s'intitule Dionysos Philosophos. Donc Dionysos, qui est censé être le dieu du délire, est qualifié par lui de Dionysos philosophe. C'est juste après la préface, un petit fragment qui dans Ecce Homo était séparé du reste, après l'introduction, et avant la première partie. En ce jour de perfection, où tout vient à maturité et où la grappe n'est pas seule adorée. L'idée de la maturité, du soleil, qui est important chez Nietzsche, de la convalescence, la pensée est en convalescence, donc la grappe n'est pas la seule adorée. Un rayon de soleil vient de tomber sur ma vie. J'ai regardé derrière moi, j'ai regardé devant moi. Voilà. Jamais je n'ai vu à la fois tant de choses et si bonnes. Donc l'éternel retour, le palintonon, c'est à la fois la possibilité de regarder en avant et en arrière. C'est ça la détente de l'arc aussi, dans un sens et dans l'autre. Ce n'est pas en vain que je viens d'enterrer ma 44e année, l'année de sa folie, hein, comme on le sait peut-être, puisqu'il est né en 44 et l'année de sa folie c'est en 88, hein, c'est ça, à Turin. Il l'a enterré, c'est extraordinaire, il a fait mourir, il dit j'ai enterré ma 44e année. J'en avais le droit. Ce qui en elle était vie est sauvé, est, souligné, impérissablement. Ce qui est très différent d'une autre traduction plus commune, il dit est impérissable. Non, ce qui en elle était vie, de ma vie, de ma 44e année, donc le temps, le tempo du temps, est conservé. Ce qui en elle était vie est sauvé impérissablement. Voilà. Là, on a le vrai sens, selon moi, de l'éternel retour du même. Pas du même, de l'éternel retour. C'est en tant que Dionysos est philosophe, c'est-à-dire est aussi un penseur. On sait que le culte de Dionysos est assez proche, ça a été un peu tardivement, très proche de celui d'Apollon dans la Grèce antique. C'est un culte tardif, le culte de Dionysos, qui apparaît vers le 9e, 8e siècle, même si on a des soubresauts précédents. Et c'est, selon Hérodote, l'un des dieux les plus récents de la mythologie. C'est un culte qui est surtout propagé par les femmes. C'est là que ça devient intéressant. Là, on a le rapport à la terre nourricière et au besoin de se libérer de cette matrice-là, de cette tombe matrice, dirait Faulkner. Parce que le problème, c'est aussi que la folie de Nietzsche, malheureusement, et là, ça fait qu'il a été un petit peu récupéré et amoindri par sa mère et par sa sœur. Dans sa propre biographie, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est le culte, c'est le dieu le moins politique et le moins familial de tous les dieux. Il échappe à la famille, il échappe à la police, à la cité, à la politique. Et à partir du VIe siècle, ces rites, ce qu'on appelle les orgias, les orgies, les bacchantes, se propagent à l'ensemble de la Grèce. Donc c'est un rite qui, par sa joie, qui par son délire, qui par sa libido éblouie et éblouissante, par sa gaieté donc, se propage, est communicatif. Comment naît Dionysos, on le sait. Il est soustrait par Zeus du corps de sa mère Sémélé, qui elle-même est la déesse terre phrygienne, au moment où celle-ci est frappée par la foudre. Donc il y a la fulgurance, la détente de l'arc, de nouveau, la détente de la flèche, qui frappe la mer, et Dionysos est ôté du corps de sa mère par son père Zeus, qui le met en incubation dans sa cuisse. La cuisse de Zeus, bon, l'interprétation la première qui vient, c'est-à-dire c'est le muscle même du bond. Hein, la cuisse, voilà, le muscle du saut, le muscle du bond. L'endroit où est la force même qui permet de sauter, de marcher. On sait que la marche était très importante pour Nietzsche. Il considérait qu'il fallait penser en marchant. En même temps, donc, il y a ce rapport à cette terre nourricière, cette terre-mère, cette grande mer asiatique avec laquelle le culte de Dionysos a des affinités, avec le culte de Cybèle également, mais il échappe à cette terre-mère. Et il est élevé ensuite, après sa naissance, une fois qu'il est sorti de la cuisse de Zeus, par des nymphes, donc par d'autres femmes, par des femmes qui incarnent l'aspect floral de la femme, l'aspect pluriel et floral et frais et sensuel, qui sont les nymphes les Nysiades, les nymphes du Niséion, d'où vient son nom, Dios Nuséion, le Zeus, le dieu du Niséion, du mont Niséion. Dionysos, d'autre part, est le dieu de la végétation arborescente, ce que je disais tout à l'heure, du principe humide
qui est indispensable au perpétuel renouveau. C'est comme ça que ça se définit dans le Bailly, c'est pour ça que j'ai apporté mon petit dictionnaire de grec, parce qu'il y a aussi un petit appendice sur la mythologie. Donc c'est vraiment pas, c'est pas moi qui interprète, c'est comme ça qu'on conçoit Dionysos dans la mythologie grecque. Il est le principe humide indispensable au perpétuel renouveau de la végétation arborescente. De toute espèce, il est l'ami Dionysos, il est l'ami du lierre, donc ce qui grimpe, ce qui a tendance aussi à échapper un peu à la gravité, c'est la plante grimpante par excellence, et du roseau. Ce qui ploie, ce qui est à la fois la souplesse et ce qui évidemment donne la musique. Et de toute espèce, d'une manière générale, vivace ou sarmenteuse. Donc la vigne, évidemment. Mais le sarment, c'est ce qui échappe à la géométrie, à la droiture. Ce qui se contourne, et à la fois ce qui mûrit en se contournant, en durcissant, l'idée de la force, et ce qui produit la vigne. Donc le mûrissement même, le fruit mûri du soleil, qui provoque l'ivresse. On voit vraiment pourquoi Dionysos est le dieu du sarment. C'est l'esprit de la sève, des plantes et du sucre des fruits, ce que je disais tout à l'heure, et c'est en cela qu'il est Phloios, Dionysos Phloios. C'est Dionysos hyper-Phloios même, le Dionysos de l'hyper-efflorescence. Il est le seigneur du feuillage, de l'arbre et des vergers, et sa principale fête est au mois des premières fleurs. Donc là, je pense que c'est assez évident quand même le rapport entre quelque chose, une force, une sève qui s'échappe du sol pour jaillir, pour fleurir, pour monter, pour grimper d'un bond vers le ciel. Et également la force fécondante, la force de la fécondité, donc c'est une force qui est impérissable en effet. Mais donc en un sens, Dionysos représente, incarne la fécondité de la nature en tant qu'elle jaillit, en tant qu'elle est jaillissante. Et il est également, alors c'est là qu'on voit une sorte de conflit, et le conflit est père de la pensée, du point de vue d'Héraclite, avec les femmes, avec les nymphes par lesquelles il est élevé, et surtout avec la mère, avec les nymphes finalement ce sont des femmes qui ne sont pas des mères, donc ce sont plutôt des femmes avec lesquelles il est complice, mais il y a des femmes avec lesquelles ils sont des nourrices, ce ne sont pas ses sœurs non plus. Avec lesquelles il joue, avec lesquelles il a sans doute des jeux érotiques ou sexuels. Là, on peut montrer que cette parenthèse a un sens, c'est-à-dire montrer quels ont été les rapports de Nietzsche avec sa sœur et sa mère, à certains moments. Alors, on a d'abord, il faut savoir que la sœur et la mère, la sœur de Nietzsche, elle qui l'a nazifiée, c'est elle, on peut la qualifier, c'est la nazionne, elle. Elle a écrit une biographie de Nietzsche dans laquelle elle parle de sa folie et dans laquelle elle commente Ecce Homo. Ces pages, écrit la sœur de Nietzsche, après que Nietzsche ait sombré dans la folie, sont dirigées contre Richard Wagner, Schopenhauer, Bismarck, ses plus proches amis, le professeur Overbeck, Peter Gast, Madame Cosima Wagner, mon mari, le mari antisémite, le fameux mari antisémite, on se sentait si éloigné, Nietzsche, ma mère, moi. Et plus loin, elle écrit, même dans ces pages, il y a des passages d'une beauté saisissante. Elle est en train de parler du manuscrit d'Ecce Homo, comment devenir ce que l'on est. Mais dans l'ensemble, elle se caractérise par un délire maladif. Et elle explique qu'elle a brûlé ces pages, une partie de ces pages, en particulier la mère a brûlé la déclaration de guerre à l'Allemagne de Nietzsche qu'il avait rédigée. Et elle explique pourquoi, elle dit « Le cœur aimant et le bon goût de mon frère auraient été trop gravement blessés si de telles notations lui étaient un jour tombées sous les yeux. » Voilà comment elle justifie le fait qu'elle a brûlé le manuscrit, une partie du manuscrit d'Ecce Homo. Donc évidemment, bon, je vous passe les citations assez agressives en effet dans Ecce Homo contre sa mère, contre sa sœur. En revanche, un souvenir ébloui de son père, qui conçoit comme un ange, qui était pasteur. Il a perdu à 4 ans, je crois, très tôt. Bon, enfin voilà, ça, ce sont des choses qui sont connues dans la biographie nietzschéenne. C'est important de les rappeler parce qu'on peut mettre ça en rapport avec Dionysos, qui, par exemple, a combattu les Amazones
Donc les femmes guerrières, les femmes se séparant des hommes peuvent avoir d'agressifs, d'antisexuels. C'est en même temps, le conflit est pensé par Nietzsche entre le conflit entre l'apollinien et le dionysaque, ça apparaît très tôt, dès la naissance de la tragédie, est pensé comme la relation sexuelle. Il explique que ce conflit est aussi nécessaire à l'art et à la pérennité de l'art que la différence des sexes et que le conflit entre les sexes est nécessaire à la perpétuation de l'espèce. Donc on voit ce que ça a d'important. Il ne s'agit pas de rejeter ce conflit entre les sexes et avec les femmes et avec la terre nourricière, mais de le penser. Voilà, tout simplement. Le penser, c'est le vivre. Mais une même chose sont l'être et le penser, dit Parménide. Et entre Dionysos et Apollon, c'est un combat de symboles finalement. Oui, non, je ne dirais pas que c'est un combat de symboles, je dirais que c'est l'essence même de tout conflit. On pourrait dire qu'Apollon, c'est quand même un dieu assez alambiqué, lui aussi assez complexe, beaucoup plus complexe, tout simplement le dieu solaire de la raison raisonnante. Voilà, c'est un dieu qui est aussi meurtrier, c'est un dieu qui est oblique, l'oxias on l'appelle, c'est-à-dire dont les oracles ne sont pas très limpides. C'est le dieu solaire, mais c'est aussi le dieu de l'ombre par définition. Parce que, voilà, on a là, devant moi, j'ai un beau palmier avec une ombre qui se déploie sur le sol. Sans le soleil, il n'y a pas d'ombre. Voilà, donc sans la face lumineuse, il n'y a pas de face nocturne. Donc le rapport entre les deux est assez complexe et il est assez beau tel qu'il est pensé par Nietzsche, c'est-à-dire en effet un conflit qui engendre quelque chose qui est autre, qui engendre la tragédie grecque pour Nietzsche, mais qui engendre aussi quelque chose qui est en dehors, qui est un bond en dehors de la simple la pensée commune, la raison et la déraison commune, la folie. La folie au sens de la folie des hommes, au sens de la folie meurtrière de l'histoire, au moment où les nazis récupèrent Nietzsche, par exemple. Là, on a en effet le sens ultime de son bond en dehors de cette volonté de donner un coup de hache à sa propre récupération. Parce que cette folie-là, on le sait aujourd'hui, mieux que jamais, elle est absolument intensivement universelle. C'est une folie massacrante, je parle de la folie nazie, de la folie de la guerre d'une manière générale, mais c'est la même aujourd'hui. On a la folie nazie aujourd'hui, la folie de tous les jours, la folie des guerres et des massacres à peu près n'importe où dans le monde. En Afrique par exemple, on a de nouveaux génocides, on a c'est pas un point de vue moral, c'est vraiment un point de vue d'acuité et de lucidité sur la folie régnante. Le monde est dans une folie perpétuelle depuis qu'il est engendré. Et une folie vraiment au sens fort, au sens terrifiant de la folie, au sens de déchirement. Dionysos, c'est celui aussi qui se fait déchirer par les bacchantes, déchiqueté. Donc il faut échapper à ces deux versants-là, en pensant leur conflit. J'ai compris, c'est bon ? J'ai compris que Nietzsche a compris par avance quel risquait d'être le sort de sa pensée, celui de celle de Marx ou de Freud d'ailleurs, c'est-à-dire son application. Savoir suspendre son action, s'abriter sous un porche pour regarder passer le temps, signe de la plus haute force, dit Nietzsche. C'est cette clairvoyance active qu'on appelle sa folie. Il n'aura pas commis l'erreur fatale, laquelle ? L'optimisme. Le candide optimisme, le vent tiédasse de la mièvrerie planant presque inévitablement sur les crânes les plus profonds. L'optimisme, faiblesse et mensonge, décadence. Nietzsche, en effet, dit dès la naissance de la tragédie que les Grecs de la décadence sont les Grecs qui deviennent optimistes. Les Grecs, dans leur force, dans leur pleine efflorescence, sont pessimistes. Nietzsche se serait donc sabordé pour devenir irrécupérable ? En un sens.
Mais en un sens, ça a échoué. Les nazis ne se sont pas privés de le repêcher. Au prix d'une falsification inouïe. Imaginez la psychiatrie récupérant Artaud. Elle l'a fait. Lorsqu'on a un tant soit peu lu Nietzsche, quand on connaît son anti-germanisme, son anti-antisémitisme radical, cette escroquerie sororale est tout bonnement risible. Lui-même en riait. Là encore, il avait tout prévu. Vraiment? Oui. C'est aussi ça l'éternel retour du même. C'est l'idée que Nietzsche a prévu ce qui allait se passer dans sa vie, devenir ce que l'on est en même temps, tout en ignorant ce que l'on est, vraiment, comme il disait, comme je l'ai lu tout à l'heure. Ce qui a toujours fait le plus peur aux philosophes, c'est la sœur, écrit Nietzsche. La sœur, cela sonne si effroyablement. Il parodie une phrase de Goethe dans Faust sur les mers. Une phrase assez célèbre sur les mers de Goethe, sur la clé des mers, discussion entre Faust et le diable. Heureusement, Bataille à la Nietzsche de cette limaille immonde, comme Athéna parachève la toilette d'Ulysse en déversant la grâce à grands sauts sur sa tête et son buste. Bataille a saisi l'essentiel concernant Nietzsche. Vous pensez à son article commémoratif, l'événement tragique, l'homme incarné dont le crâne renferme les conflits de l'humanité, Nietzsche victime de ses propres lois, écrit Bataille, Nietzsche devenant fou à notre place. J'ai une vision plus stratégique du destin de Nietzsche, mais je crois également en une logique interne de sa pensée dont la folie fut l'apothéose naturelle. La folie comme calcul tactique? Non, non, rien de moins nietzschéen que le calcul. Sa folie serait inspirée? Oui. Sa réponse inspirée à la pétrification prévisible de sa pensée. Expliquez-vous. Nietzsche a toujours insisté sur la toute-puissance cathartique d'une vraie pensée, d'une pensée en acte. Les plus grandes pensées sont les plus grands événements, écrit-il. D'autre part, il n'a jamais caché l'incompatibilité entre la toute-puissance d'une pensée et l'étendue de sa réception. Plus la pensée est puissante, moins elle a de réception parmi les contemporains. C'est ce qu'il a appelé l'héroïsme. Si je vous comprends bien, la pensée de Nietzsche serait une sorte de rayon laser, projetant son faisceau d'autant plus loin, d'autant plus droit, d'autant plus translucidement que son éclat est plus condensé. Je préfère l'image moins anachronique d'un cadran solaire. Vous savez comment s'appelle la tige d'un cadran solaire? Non, son style. Intéressant. L'homme de midi, comme il se qualifiait, est celui qui fait corps avec son style. Là, je joue évidemment sur l'idée du style de son écriture. Un stylite solaire, sa pensée possède d'autant plus d'éclat que son ombre, entendez, sa vie sociale est plus courte, puisque lorsque le soleil est au zénith, l'ombre est au plus court. Voilà, alors sur je saute quelques pages. La folie est l'aboutissement parfait de ce que Nietzsche poursuit depuis toujours, le stylet incandescent à la pointe duquel se concentre son savoir, sa plus riche trouvaille. Pourquoi? Parce que la folie est à la fois le discrédit le plus irrécupérable, le masque le plus opaque, l'ondulation la plus sinueuse, la gaieté la plus vive, bref, le plus grand des bienfaits. Et si c'était précisément le délire, pour reprendre un mot de Platon, qui avait dispensé sur l'Hélade les plus grands des bienfaits, écrit Nietzsche, dans la naissance de la tragédie. Vous pourriez démontrer tout cela pour la gaieté, par exemple. Alors, il lance un défi, montrez-moi dans Nietzsche où vous trouvez ce genre de choses, ce rapport entre la gaieté et la folie. Facile, dans par-delà bien et mal. Je serais tenté de classer les philosophes d'après la qualité de leur rire, en plaçant tout en haut l'échelle de ceux qui sont capables du rire d'or. Voilà, la folie de Nietzsche, c'est le rire d'or des philosophes. Pas mal. Ou, si vous préférez, dans Crépuscule des idoles, la gaieté est en nous ce que l'on comprend le moins. Et à propos du cas Wagner, que l'esprit le plus profond puisse également être le plus frivole, voici presque la formule de ma philosophie. Dans Zarathustra, il faut que viennent des lions rieurs, etc. On néglige toujours trop la dose humoristique injectée dans la folie de Nietzsche. Ainsi conçue, la folie était ancrée dans son corps depuis toujours. Elle fut la forme même de son épanouissement, son apogée consubstantiel. Que voulez-vous dire, Stéphane? Je pense à son identification très significative à Dionysos. On y vient, voilà. Deux présocratiques, je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler le bien infini que Nietzsche pensait des présocratiques, Antimaque et Aratos, donnent à Dionysos l'épithète de Phloios, qui signifie, qui désigne à la fois l'écorce, ce qui protège le masque, et la maturité d'un fruit, sa floraison. Nietzsche Phloios, sa folie avait fleuri. Sa folie fut une hyperphloia, à la fois masque, armure, écorce, tégument, et fleurs, exubérance, senteur, éclat, couleur, pétulance. Un sourire de sa nature.
On ne peut rien comprendre à l'essence de sa folie si l'on ne conçoit la vie de Nietzsche comme une vaste et lente spirale d'efflorescence rétroactive. C'est là qu'on rejoint Dionysos, le surhomme, l'éternel retour. Une vaste spirale, une lente spirale d'efflorescence rétroactive. Quoi? Dit l'autre, il ne comprend pas ce qu'il veut dire. Et il cite Nietzsche. Tout grand homme possède une force rétroactive. Tout à l'heure, il disait, il regarde en avant, il regarde en arrière. Il fait remettre toute l'histoire en question. 1000 secrets du passé sortent de leur cachette pour s'éclairer à son soleil. Voilà. Je continue sur l'éternel retour, dans le livre. Voilà. Et maintenant, on va marcher un petit peu pour remuer un petit peu toutes ces pensées un peu statiques. Voilà. Comment? La gaieté, c'est ce qu'il y a de libérateur à condition d'être associé au savoir. Pour terminer sur Dionysos, c'est un dieu qui libère, qui est libérateur par la joie, par la gaieté justement, et qui est libérateur d'une manière universelle. C'est-à-dire il libère tous et toutes, y compris les esclaves, est-il dit. Donc c'est pas grave. Donc la gaieté peut libérer aussi de tous les esclavages contemporains, de la technique, les portables, les ordinateurs, Internet et tout ça. Ce sont des esclavages qu'on utilise, pourtant ce sont des chaînes dans lesquelles on est pris, mais qu'il faut savoir subvertir par la gaieté. Moi j'ai toujours considéré la gaieté, le rire, disons, comme un élément essentiel de la pensée. C'est quelque chose qui vient évidemment du judaïsme chez moi et de ma fréquentation de la pensée juive, qui est une pensée hautement fantaisiste, qui n'est pas su d'ailleurs parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent les pages du Talmud auxquelles je pense, mais les pages de la Bible aussi bien. Après tout, si Nietzsche, qui a lu la Bible en hébreu, qui a pratiqué la Bible en hébreu, qui admirait davantage le style de l'Ancien Testament que celui du Nouveau Testament, c'est reconnu dans cette idée du gai savoir, c'est peut-être aussi de la Bible qu'il le tire, en partie, pas seulement de la Grèce. Le rire est le masque le plus, celui qui est le plus subtil de la pensée. Voilà, la pensée qui prend souvent un masque grossier, masque de sérieux, d'esprit de sérieux, de fausse profondeur, est une pensée superficielle. Pardon ? Elle est faussement profonde. Elle prend le masque du sérieux. C'est en général, en France en tout cas, c'est la pensée universitaire par exemple, qui est une sous-pensée, une pensée qui n'innove pas, qui n'invente pas, qui est aveugle, qui est sourde à ce qui innove et à ce qui invente. C'est la pensée par exemple qui pendant des années, je parle de la pensée universitaire, de la pensée triste donc, pour la différencier, la distinguer du gai savoir, qui a tenu la porte du savoir universitaire français close à la pensée allemande, à la philosophie allemande, pendant longtemps. Donc le gai savoir, c'est un savoir qui est jaillissant, un peu au sens dont on parlait tout à l'heure du jaillissement que représente Dionysos, l'arborescence que représente Dionysos, un savoir qui est jaillissant, qui est jaillissant du corps même, de ce qu'il y a dans le corps d'énergique, de mobile, de nageant dans le temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne fait pas digue, le corps gai, qui ne fait pas digue au temps, mais qui se meut, qui se pâme dans l'onde, comme dit Baudelaire, voilà, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde. Il parle à son esprit et l'idée de se pâmer dans l'onde, en parlant de son esprit, à mon avis, c'est une belle conception du gai savoir, de la gaieté et du savoir associé. Et en effet, le corps, lorsqu'il est gai, et un corps gai, un corps riant, un corps mobile, un corps rapide, un corps énergique, un corps solaire, un corps souriant,
ce n'est pas un corps très contemporain. Nous sommes en juin 2001 et nous sommes à une époque où, à l'inverse, les corps sont plutôt ternes, taraudés, troués. Je pense à toute la mode des piercings et de ces choses qui viennent, d'une certaine manière, répandre une sorte d'atomisme, au sens présocratique, d'atomisme populaire à même le corps, à même la trouée du corps. Tout cela est à penser ensemble avec les dérives, ou d'ailleurs même pas les dérives, le destin logique de la science contemporaine, qui consiste aussi à séparer un spermatozoïde, un ovule, à les retirer des corps humains dans lesquels ils sont censés être depuis l'éternité, ou censés se reproduire depuis l'éternité, à les mettre dans une éprouvette et à les faire, à tenter de recréer quelque chose qui serait un être humain dans une éprouvette, ce qui se fait couramment et ce qui est tout à fait digne idéologiquement de l'eugénisme nazi. Nous sommes dans une période où l'eugénisme nazi est triomphant. Donc c'est pas avec le côté terrifiant ou brutalement terrifiant en moins, sauf que la terreur, elle a lieu dans les provinces de la science, à savoir dans les lieux du monde où l'Occident n'est pas et où ça se déchiquette à qui mieux mieux. Donc ça, c'est le côté sombre de la fausse pensée, de la pensée scientifique qui pour moi n'est pas la vraie pensée. Ce sont des choses, donc il y a 50 citations de Nietzsche qui vont dans le sens de ce que je suis en train de vous dire, sur la science, contre la raison, contre la philosophie. Voilà, le gai savoir, c'est Dionysios en conflit dansant avec Apollon. C'est-à-dire c'est la partie du logos qui est c'est le logos qui se scinde en deux, qui se dissocie de lui-même. Il y a la partie résonante, logique, aristotélicienne, on pourrait dire, qui se sépare et qui contemple. On ne la détruit pas, on ne l'anéantit pas, on ne la nie pas, qui contemple et qui admire d'une certaine manière la part verbale, joueuse, dionysiaque donc du logos. Parole, raison. La raison contemple la parole et jouit de la contempler. C'est ça le gai savoir. Ce n'est pas la parole qui vient comme une annexe de la raison et qui vient pour communiquer la raison. C'est un face-à-face qui est de l'ordre du conflit, du rire, du rapport sexuel aussi, parce qu'il y a évidemment dans l'idée de la gaieté du gai savoir, il y a le savoir de la jouissance. Et ça, en effet, ça vient de la Bible également, c'est-à-dire, à chaque fois, c'est la même citation que je fais et que je refais, mais après tout, c'est la plus simple et c'est la plus vraie. Une des plus vraies citations qu'on puisse faire de la Bible, même si elles sont toutes vraies, c'est le mot qui désigne la manière dont Adam fit l'amour avec Ève. Il est dit dans la Bible que Adam connut Ève, sa femme. C'est extraordinaire comme idée. Voilà. Donc, il connut en français, voilà, Adam connut Ève, sa femme, pour dire qu'il la baisa. Eh bien, c'est très beau en effet, parce qu'il y a une connaissance de la baise, enfin de la baise, c'est un peu vulgaire, il y a une connaissance du rapport sexuel qui n'est pas donnée à tous, ni à toutes, et qui est intense pour peu qu'on sache la capter. C'est aussi ça le gai savoir. Il n'y a pas grand-chose à dire sur sa propre sexualité parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Bon, pour moi, l'idée la plus importante, c'est cette idée du conflit, dès la naissance de la tragédie, ce que j'ai dit tout à l'heure, du conflit entre l'apollinien et le dionysiaque qui est comparé au conflit sexuel, qui permet l'engendrement. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je ne sais pas, il faudrait parler de Lou Andrea Salomé, de son rapport à Cosima, qui est Ariane, qui devient son Ariane lorsque lui devient Dionysos, Cosima Wagner, et il est son labyrinthe, dit-il. Donc c'est un homme qui devient le labyrinthe de la femme qu'il aime. C'est un homme finalement qui est entièrement sexuel. C'est-à-dire que les hommes, les mâles, me semble-t-il, quand on les observe un peu, quand on les écoute un peu, quand on les regarde un peu, sont en général assez encombrés et vont se perdre dans cette matrice, dans le vagin de la femme, et c'est la femme qui devient qui est le mystère féminin, l'éternel féminin, voilà, qui devient leur labyrinthe, qui devient l'instrument de leur perte au sens spatial. Or, un homme qui est gaiement sexuel, voilà, disons-le comme ça, est un homme qui nage avec
avec aisance dans le temps. Et pour qui l'espace n'est pas une entrave, parce que le temps, il porte le temps en lui, il n'est pas synchrone avec la temporalité, mais enfin le temps n'est pas vécu comme une malédiction pour lui. Et ce qui signifie que chaque accomplissement sexuel, chaque acte sexuel est nouveau, est quelque chose d'inédit à chaque fois. Il n'y a pas de répétition, c'est l'inverse de la partout, c'est l'inverse de la fadeur, de la pornographie contemporaine, voilà, qui n'apprend rien de nouveau et qui est dans le ressassement et dans la répétition. Une sexualité pensée, vécue à même le corps, mais de manière sereine, de manière positive, c'est-à-dire une sexualité qui n'est pas optimiste. Voilà, c'est-à-dire que la gaieté, le gai savoir et le savoir sexuel, et le savoir sur les questions sexuelles, ça doit s'accompagner, pour être lucide, d'un énorme pessimisme sur la question humaine, tout simplement, sur le fait que l'humanité ronronne en se perpétuant depuis la nuit des temps. Revenir sur la question que vous voulez me poser, c'est-à-dire le rapport que vous voyez entre le gai savoir nietzschéen, s'il y en a un, et la culture du... Oui, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais je peux revenir, oui. Bah oui, c'est un rapport de... Je vais peut-être refaire quand même une petite citation. C'est un moment où il découvre... parce que j'ai trouvé que c'était très proche de la méthode talmudique. Il écrit dans une lettre, assez jeune, je crois que c'est en 68, donc il a 24 ans. Il parle de sa redécouverte de la philologie et de Démocrite. Je me suis remis, écrit-il, c'est dans une lettre à Erwin Rohde, 9 décembre 1868, donc il a 24 ans. Je me suis remis à mes équipées abdéritaines, donc à Démocrite. Et à cet effet, j'utilise les vues auxquelles j'ai abouti concernant la herse et qui peu à peu se sont décantées. Là, vous allez voir qu'on est, dans ce qu'il décrit, on est très proche du midrash, de la méthode talmudique, de la manière dont fonctionne la pensée juive. Sur ce terrain, je n'ai pas manqué de chance. Et je finis même par croire que pour faire avancer des travaux de ce genre, une certaine astuce philologique. En allemand, ein gewisser Wiss. Alors ce qui est intéressant, c'est que gewisser, une certaine, c'est exactement comme en français, c'est-à-dire c'est à la fois ce qui est sûr, ce qui est certain, et au sens d'une certaine, c'est-à-dire il y a l'idée de l'assurance et l'idée du vague, qui sont contenues dans le mot en allemand. J'ai vérifié ça ce matin, et c'est donc exactement comme dans l'expression en français, une certaine astuce, un certain esprit, une certaine astuce philosophique, une comparaison par bonds successifs entre réalités secrètement analogues et l'aptitude à poser des questions paradoxales sont bien plus utiles que la rigueur méthodique, laquelle ne s'impose que partout où le travail de l'esprit est pour l'essentiel achevé. Voilà, donc on a plusieurs choses. On a d'une part l'idée de la chance, en effet, ce qui est dans la pensée juive, et l'idée de l'élection, c'est-à-dire qu'à la fois on est appartenant à ce peuple, mais c'est à la fois en même temps aussi une élection ouverte, c'est-à-dire que si on veut, on peut, si on veut, entrer dans cette communauté, dans ce peuple, à l'intérieur de ce peuple élu. C'est une élection ouverte, telle qu'elle est définie dans la Bible. Mais il y a quand même une certaine chance, à savoir, ça dépend aussi du hasard de la naissance. Des réalités secrètement analogues. C'est en effet l'idée que les mots, les paroles ne servent pas à communiquer. Le langage n'est pas un outil de communication, mais une sorte de trésor, en effet, qui recèle des concordances, des correspondances secrètes, c'est-à-dire qu'il faut aller rechercher, puiser, capter par l'étude, par l'intelligence, un peu de la manière dont sont brisées les tables de pierre dans le judaïsme par Moïse, les premières tables de pierre. Et l'aptitude à poser des questions paradoxales. Une question paradoxale, c'est une question qui fait l'amour à sa réponse. C'est-à-dire une question qui n'est pas, qui ne se capuchonne pas, qui n'est pas capuchonnée par sa réponse. C'est une question qui est circoncise, un peu au sens où le Christ parle de cœur circoncis, de circoncision du cœur. Voilà, la circoncision du langage, on pourrait dire, c'est ce que Nietzsche, lui, appelle les questions paradoxales,
des questions qui ne se referment pas sur la réponse logique que l'on attend lorsque cette question est posée, mais une traversée verticale du langage. Et pour ça, il faut en effet faire de la philologie, c'est-à-dire posséder, ou en tout cas étudier, ou en tout cas rechercher les correspondances, les axes verticaux, étymologiques et historiques, ce qu'il y a d'épaisseur temporelle à l'intérieur d'un mot. D'où il est né, ce qu'on a fait tout à l'heure par exemple avec Dionysos. D'où il est né, d'où il vient, pour trouver des correspondances, des parallèles avec d'autres mots. On a des colonnes comme ça, entières, de langage, qui sont inépuisables, dans chaque mot, en travaillant sur les racines. Ça c'est le travail talmudique, c'est le travail de la pensée juive. Alors il se trouve, oui, que Nietzsche, bon, ça c'est sa formation protestante, il se trouve qu'en effet, il étudie l'hébreu. J'ai retrouvé une lettre dans laquelle il demande à sa mère de lui envoyer, très jeune, un dictionnaire d'hébreu, une Bible en hébreu, etc., un dictionnaire hébraïque. Donc oui, il connaissait l'hébreu. L'hébreu biblique. Oui, bien sûr, il y a ce geste-là de colère interprétative. Alors bon, c'est très long à interpréter, à expliquer dans ce passage de la Bible. C'est quelque chose dont j'ai essayé de parler dans l'impureté de Dieu. Il y a l'idée en effet que le langage purement communicatif est figé et est mort d'une certaine manière. C'est un langage mort. On ne peut communiquer que des mots morts. À partir du moment où les mots veulent prendre vie, il faut cesser de les communiquer. Ils ne sont plus communicables. Ils ne peuvent être, on ne peut plus les acquérir que par l'étude, que par la lecture, que par l'écriture. Ce qui sont des pratiques solitaires, si solitaires d'ailleurs même que c'en est dangereux, au point que le judaïsme interdit d'étudier seul. Il faut être au moins 10 pour étudier, enfin il faut étudier en groupe. Pour que dans le brouhaha de la communauté, l'incandescence de l'écriture, de l'écriture avec un E majuscule, des écritures sacrées, fasse moins de dégâts, quoi. Pour repacifier un petit peu ce feu jaillissant de l'écriture. La pensée juive parle de feu noir sur feu blanc pour parler des lettres de la Torah qui sont inscrites sur les rouleaux de la Torah. C'est un feu noir qui brûle sur un feu blanc. Bon, on a évidemment le buisson ardent. Je vous ai montré l'autre jour une page du Talmud, du vrai Talmud, qui ressemble dans sa disposition typographique assez étonnamment. Enfin, moi, je trouve à un buisson, quelque chose de buissonnant. D'ailleurs, ce qui nous rapproche de Dionysos, qui nous fait rejoindre Dionysos. Oui, c'est aussi quelque chose qui est fondamental dans la pensée juive, c'est la gaieté, la danse, la mobilité du corps en train d'étudier le balancement, le rythme, la rythmique du corps. Les gens très religieux qui étudient la Bible ou le Talmud se balancent comme ça perpétuellement. Même chose dans la prière. Donc il y a une idée du mouvement du corps. Le corps ne doit pas se figer, ne doit pas s'agenouiller, ne doit pas se meurtrir, mais au contraire être dans une sorte d'oscillation rythmique enjouée, perpétuelle. Mais dites quelle question vous avez posée. Oui. Oui. Oui, il y a une matérialité du mot, oui, tout à fait. Qui se perd dans la communication. La communication, on utilise plutôt l'image des mots. C'est pour ça que je dis que ce sont des mots morts. On utilise des photographies de mots. Quand je vous disais, si je vous dis cet arbre est beau, j'utilise la photographie du mot arbre pour qu'on parle du même arbre. En réalité, dans le mot arbre pour moi, il n'y a pas la même chose que dans le mot arbre pour vous. Il y a tous les arbres que vous avez vus, que vous avez observés, que vous avez grimpés dans votre enfance, ou que vous avez plantés, que vous avez brûlés dans votre cheminée. Et il y a tous les arbres que moi, inversement, j'ai pu voir, ce ne sont pas les mêmes arbres. Et pourtant, là, on est devant le même arbre, mais ce n'est pas le même arbre. Pour vous, la manière dont vous le voyez n'est pas la même que la manière dont je le vois. Donc on est obligé, pour communiquer, d'utiliser une sorte de polaroïde de l'arbre qui est le mot arbre.
mais le mot arabe tel qu'on le communique. Et alors, comment faire profiter d'une œuvre littéraire aux gens qui ne sont pas dans la création littéraire? Eh bien en lisant, tout simplement. À partir du moment où on a appris à lire, c'est-à-dire on a appris que le langage était quelque chose de plus, c'est-à-dire ce qu'apprennent tous les enfants quand ils apprennent à lire, était quelque chose d'un peu plus gigotant que simplement des mots associés les uns aux autres sur une page, que simplement des signes comme ça qui apparaissent sur la page. Les gens se penchent sur les œuvres et après ils les apprécient ou ils les apprécient pas. Mais c'est vrai que ça demande un travail assez astreignant de vraiment lire une œuvre, de vraiment lire un grand texte littéraire. C'est un apprentissage. Oui, mais c'est un apprentissage qui est interne, c'est-à-dire on peut apprendre à bien lire un grand texte qu'en lisant de grands textes. C'est pas quelque chose qu'on peut vous apprendre de l'extérieur. On peut nous apprendre à lire, on nous a appris à lire à l'école, mais après c'est tout. C'est à la fois l'essentiel est fait et tout reste à faire après. Pour vraiment lire les œuvres littéraires. Ce qui peut dire qu'on peut lire beaucoup d'œuvres littéraires, mais c'est pas pour ça qu'on les pénètre, qu'on goûte vraiment toute leur saveur. À ce moment-là, est-ce que le dictionnaire serait une aide? Non. Non? Non, parce que le dictionnaire, non, parce que non, la seule aide, c'est de lire beaucoup de grands textes, quoi, je crois. Hein. Moi, c'est ma méthode. De comprendre un grand écrivain en lisant un autre. Un grand écrivain permet d'en comprendre mieux un autre. Alors, par exemple, si vous lisez à la fois Nietzsche et Kafka, l'un permet de bien comprendre l'autre. Je ne sais pas quels sont les écrivains que vous aimez, mais... Non, mais par exemple, si on ne comprend pas un mot, on a bien Ah oui, oui. Ah oui, bien sûr, oui. une référence. Mais la référence, oui, c'est vrai. Mais enfin bon, vous ne pouvez pas le faire pour... D'abord, au bout d'un moment, vous commencez à connaître plus de mots si vous lisez un peu plus. Et puis surtout, la définition que vous donne le dictionnaire, c'est pareil, c'est le mot tel qu'il est communicable. C'est-à-dire, c'est la définition commune du mot. Mais lorsque le mot apparaît dans un grand texte ou dans un poème, il prend une autre saveur que celle qui est donnée par le dictionnaire. Une saveur, c'est personnel. Voilà, mais c'est toujours individuel. Faire de goût. Exactement, mais c'est toujours individuel, c'est quelque chose qui rentre dans votre corps. Donc finalement, il faut considérer que les textes que l'on lit rentrent par les yeux comme un fruit rentre dans votre bouche ou comme un baiser rentre dans votre bouche lorsque vous embrassez quelqu'un. Mais c'est personnel, c'est pas communicable. Donc chaque fois, vous redonnez une définition à un mot. Oui, on peut dire qu'il change de luminosité, oui. C'est pas qu'on donne une définition, c'est un petit peu comme une sculpture ou un objet. Si vous retournez autour, vous le voyez selon différents angles. Donc on peut faire tourner un mot selon différents angles, en fonction des mots qu'on associe à côté, de la phrase dans laquelle il vient s'insérer, du contexte dans lequel il naît. Est-ce que pour ça, Ponge serait quelqu'un Ah, bien à sûr. citer en exemple? Ah, bien sûr, évidemment. Ponge, c'est un grand magicien du rafraîchissement et de l'illumination des mots apparemment communs, évidemment. C'est le meilleur exemple, très bien, voilà. Cependant, comment dirais-je, sa méditation est basée quand même sur les définitions du dictionnaire. Oui, mais pas seulement, parce que les définitions que fait Ponge ne sont plus les définitions du dictionnaire. Lorsqu'il décrit un objet, lorsqu'il décrit un escargot, lorsqu'il décrit une éponge, un savon, vous n'avez plus la définition du dictionnaire, on est ailleurs, on est dans la poésie pure. Alors qu'est-ce que la poésie pure? C'est la vivacité des mots, c'est-à-dire en tant qu'ils échappent à la mort. Ah, donc ça revient on fait la boucle, si je peux dire, à ma première question. Voilà. Qu'est-ce qu'un mot mort? Eh ben, un mot mort, c'est au contraire un mot qui a perdu toute sa verdeur poétique, c'est-à-dire c'est un mot qu'on peut communiquer sans crainte. Par exemple, lorsque quelqu'un dit bonjour, voilà, je vous dis bonjour, il n'y a rien dans ce bonjour. On l'a tellement dit, c'est tellement devenu, alors que si je vous dis madame, j'espère de tout mon cœur que cette journée va être vraiment bonne pour vous et va être une journée que vous allez ressentir par toutes les fibres de votre corps, de votre être, de toutes les minutes qui vont se passer comme une bonne journée, c'est déjà plus vivant, vous voyez. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas de mot mort à ce moment-là. Les mots ne sont jamais définitivement morts, en effet. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est Par rapport à votre souffle. exactement. Il y a toujours une résurrection possible des mots. Mais pour ça, c'est un travail où le corps doit avoir sa part et où surtout la singularité doit avoir sa part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ressusciter des mots à plusieurs. Donc vous reprocheriez à la communication d'être ordinaire et non pas chaque jour renouvelée. Non, je lui reproche rien, mais elle n'est pas la littérature. Heureusement qu'elle est là. Regardez, on parle là, on communique, mais heureusement qu'elle est là, la communication. Mais ce n'est pas la littérature. Est-ce qu'on communique là, justement? Bien sûr. Parce qu'on n'est pas en train de faire de la littérature. On est en train de parler, donc c'est autre chose. Oui.
Mais ça ne signifie pas que la communication est sans profondeur, elle peut être d'une grande profondeur la communication, mais c'est pas de la littérature, c'est autre chose. D'accord. Mais quel est le sujet de votre... Nietzsche. D'accord. Mais je veux dire par rapport à la communication et la création littéraire. Or, c'était une digression, je ne sais plus à propos de quoi, mais à propos de la manière, parce que Nietzsche a beaucoup étudié les mots, il était philologue, à l'époque ça s'appelait comme ça, donc il a étudié les textes grecs antiques en tenant compte du sens et du renouvellement du sens de chaque mot. Comme c'est une langue morte par définition, donc il tentait de faire revivre chaque mot de cette langue morte. Donc il est vraiment dans ce qu'on appelle de ce que moi j'ai dit, qui était l'inverse de la communication. Savoir le fait d'obtenir une résurrection des mots. Étudier le grec ancien et tenter de découvrir des nouvelles lois, des nouvelles idées à partir de textes aussi anciens et morts, aussi morts que ceux d'une langue morte, c'est par définition un travail de résurrection. D'accord. Et alors votre travail, qu'est-ce que c'est? Vous êtes écrivain, vous êtes poète, vous êtes philosophe, vous êtes... Tout à la fois. Vous définissez. Écrivain, c'est le mot le plus communicable, mais qui recouvre bien d'autres réalités, mais c'est comme ça que ça s'appelle. D'accord, donc c'est vaste. On ne communique pas en disant je suis écrivain, comme on peut dire je suis artiste. C'est pareil, j'ai fait la comparaison une fois, c'est de demander à quelqu'un, alors comme ça vous êtes écrivain, en quoi ça consiste? C'est un peu comme aller dans un zoo et puis vous allez dans la cage de l'éléphant et vous dites alors comme ça vous venez d'Afrique? Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut répondre? Oui. On peut juste écrire des textes quand on est écrivain, c'est tout. C'est vrai que il n'y a rien d'autre à en dire, quoi. Et après il y a tout le côté superficiel ou l'image de l'écrivain qui est autre chose. Mais être écrivain, qu'est-ce que c'est? C'est écrire, donc c'est tout. Un écrivain n'a pas grand-chose d'autre à dire que ses textes, quoi. Si, quand même, je veux dire, vous écrivez des... Je m'amuse. On prend un peu de temps. Allez, on prend un peu de temps. C'est un joli prénom, Honorine. Il n'y en a plus beaucoup des Honorines. Hein. Pour Ponge, je l'ai Pour fait. Ponge, voilà. Pour Verlaine, regardez, il y a Verlaine là devant nous. Pour Ponge, sympathique Ponge. Voilà, exactement. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il fallait faire après? Je ne sais plus. On avance? On se balade, vous voyez, c'est les rencontres du Luxembourg. Il a dit, attendez, il faut aller doucement. Attention, il y a des chaises derrière, voilà. Vous habitez dans le quartier? Je suis du quartier, oui. Ça c'est sympa quand on est du quartier pour... Ah oui, le jardin, c'est un bon endroit pour, justement, quand vous parliez de réfléchir en marchant, enfin, Ah oui, oui, oui. c'est important pour moi de... Ouais. Dans Paris, c'est bien. Regardez, Moi j'adore marcher dans Paris de manière générale, pas seulement dans les jardins, mais Oui, c'est c'est-à-dire qu'ici, on est plus, comment dirais-je, sur la nature, si on peut dire nature. Oui, oui. Ah, oui. C'est agréable. Et le Silène, il est là-bas, c'est ça? C'est là-bas qu'il y a les ruches d'abeilles, non? Non, c'est derrière nous. C'est derrière nous? Ah oui, c'est dans l'autre sens, ouais. Ok. Allez, bonne promenade. Au revoir, Honorine. Alors, Merci. alors, Merci. une Hein. prochaine, À bientôt. on sait jamais. Un de ces jours. Vraiment des bruits de fond, quoi. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est lui le Silène. Ah oui, d'accord. Peut-être reprendre sur l'expression de Nietzsche, Dionysos est crucifié, qui Oui. peut être chez Homer. Oui, oui, exactement. Là, on a Silène qui n'est pas exactement Dionysos, qui est le compagnon de Dionysos, c'est le Bacchus. C'est l'aspect de l'ivresse, mais dans ce cas-là de déliquescence déjà. Donc c'est une ivresse qui n'est plus en combat avec Apollon. Il me semble qu'un des rites d'Apollon consistait à faire les hécatombes d'âne, je crois. Donc l'âne, c'est à la fois il représente à la fois l'aspect ce qui est têtu, c'est-à-dire ce qui est résistant à toute maîtrise. Là, il rue en plus par derrière. Vous m'avez montré qu'il ruait. Donc, et puis il y a aussi que ça m'évoque aussi la phrase d'Héraclite que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai essayé de commenter, c'est à propos de l'arc. À l'arc, le bios, donc le nom de vie, mais son œuvre est la mort. Et on voit là un type, là, c'est un personnage assez intéressant, qui s'écroule avec son flambeau qui tombe, je crois que c'est un flambeau. Donc il s'écroule d'ivresse, mais à la fois ils sont piétinés par l'âne. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre du trop-plein de vie se déversant dans la mort.
et ce qui est l'œuvre, un petit peu ce qui est le versant inverse de celui de la résurrection qui est censé représenter Dionysos, qui lui renaît perpétuellement parce qu'il est floios, il fleurit à chaque printemps, et puis parce qu'il est déchiqueté, mais en étant déchiqueté par ses ménades, il se transmet en elle, et son extase se répartit, se diffracte. Allez-y madame, je vous en prie. Donc voilà, c'est une belle statue quand même, parce que il est soutenu par une femme. Est-ce qu'il y a une autre femme de l'autre côté? Il est soutenu par une femme. Une femme en dessous qui est Ah oui, ça, voilà. celle qui est allongée, oui, et c'est un homme à droite, oui, voilà. donc il est soutenu à la fois par une femme et par un homme. Quelqu'un derrière. Et une des facettes du... C'est pas le rire d'or en tout cas. Non, 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 non. C'est pas le rire qui s'est confronté à Apollon, c'est au contraire le rire qui a été vaincu par l'absence d'Apollon. Et je trouve... C'est un gros plein de soupe en plus, comme on dit, donc... Hein. Il avait vraiment une tête de faune, lui. Ouais. C'est un alcoolique, un silène. Vraiment une tête de silène. On dirait Socrate, un peu, on dirait un mélange. Ah, il est abîmé, hein. Il est abîmé, le pauvre Baudelaire. Ah bon, c'est un des sens de l'éternel retour aussi, c'est cette sorte de traversée hélicoïdale du protestantisme et du christianisme par Nietzsche, pour aboutir peut-être au catholicisme, à une sorte de redécouverte interrogative du catholicisme. L'idée du crucifié, c'est quelque chose qui est en effet très proche de Dionysos. Il y a la dilacération du Christ, comme la dilacération du Dionysos par les Ménades. Il y a évidemment la puissance du retour, dans le catholicisme ça s'appelle la parousie, du retour en gloire et éternel. C'est peut-être ça aussi le sens de l'éternel retour. C'est un retour en effet qui sera définitif en tant que retour. C'est-à-dire il sera éternel. C'est pas un retour tout le temps qui est répétitif, mais c'est un retour plutôt définitif que répétitif. Voilà, c'est l'idée qu'on peut se faire du rapprochement entre l'éternel retour et l'efflorescence dionysiaque et la résurrection christique. Donc c'est peut-être ça que Nietzsche a voulu dire en accolant les deux noms. Il faut savoir que de Baudelaire, il avait lu Les Fleurs du Mal et qu'il a mis une croix dans plusieurs poèmes, dont Le Masque en particulier. Il avait annoté Le Masque, poème allégorique de Baudelaire. Voilà, et puis on peut finir en récitant le poème Bénédiction de Baudelaire, où il s'agit de la mère du poète. Lorsque par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère épouvantée et pleine de blasphème crispe ses poings vers Dieu qu'il a... Ouais. Alors voilà, ça va être la conclusion de cette journée, cette matinée splendide sur Nietzsche. Ça va être le poème de Baudelaire, Bénédiction, donc c'est le poème qui ouvre Les Fleurs du Mal. Lorsque par un décret, c'est un poème évidemment sur la manière d'échapper, de fleurir hors de la matrice tombe qu'est la mer. Lorsque par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère épouvantée et pleine de blasphème, crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. Ah, que n'ai-je mis bas tout un nœud de vipère, plutôt que de nourrir cette dérision. Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères, où mon ventre a conçu mon expiation. Puisque tu m'as choisi entre toutes les femmes pour être le dégoût de mon triste mari, et que je ne puis pas rejeter dans les flammes, comme un billet d'amour, ce monstre rabougri, je ferai rejaillir ta haine qui m'accable sur l'instrument maudit de tes méchancetés, et je tordrai si bien cet arbre misérable, qui ne pourra pousser ses boutons empestés. Voilà, et on revient sur le sarment dionysiaque avec un petit verre de vin. Voilà. À la santé de Nietzsche, voilà, qui est avec nous, toujours dans le sac, là, qui nous accompagne.
À la bienheureuse santé de Nietzsche. C'est quoi comme vin? C'est du Côte du Rhône. Du Côte du Rhône. Voilà, la vôtre Philippe, la vôtre Jean-Hugues. Merci. Et à Nietzsche. Merci à vous. Et à Nietzsche, voilà.